à tous, merci beaucoup d'être présents sur cette première table ronde de notre matinée dédiée au confort d'été et comment faire descendre la température des bâtiments sans faire grimper les émissions de carbone. J'ai le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Tardy, notre responsable éditoriale de la revue Construction 21, qui va nous présenter ses invités. Très bonne conférence. Merci Caroline. Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette conférence donc sur le confort d'été. Comment faire baisser la température sans faire grimper les émissions de carbone. On le sait, hein, les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes et intenses. Et elles nous rappellent que le confort d'été n'est plus un luxe, mais une nécessité. Nos bâtiments doivent anticiper dès maintenant ces phénomènes climatiques pour éviter de pallier dans l'urgence, en neuf comme en rénovation. Et alors, si la réglementation prend désormais en compte officiellement, on en parlera tout à l'heure, messieurs, dames, le confort d'été en construction neuve, ce n'est pas le cas pour la rénovation qui reste encore focalisée sur les besoins de chauffage au détriment de ceux de rafraîchissement, quitte à faire de véritables bouilloires énergétiques. On a vu ce terme émerger l'été dernier, ou en tout cas il y a quelques mois. Et donc, pour cette table ronde, j'ai le plaisir d'avoir des experts avec moi pour parler du confort d'été. Nathalie Chang, directrice de Tribu Énergie. Bonjour, merci d'être là. Alexandra Lebert, directrice d'action stratégique recherche, notamment sur les bâtiments face au changement climatique au sein du CSTB. Merci Alexandra. Guillaume Meunier, architecte, ingénieur et actuellement consultant carbone au sein de l'IFPEB. Merci Guillaume d'être avec nous. Et Vladimir Luzbin, directeur technique du groupement Actibay au sein de la FFB. Groupement Actibay qui représente donc les fabricants de menuiserie. On peut vous présenter comme ça, Vladimir, vous êtes OK avec ça? Vous me définirez tout à l'heure plus précisément votre titre. Pour commencer, Nathalie, est-ce qu'enfin, dans le neuf, on peut parler d'une véritable prise en compte du confort d'été? Est-ce qu'on est content avec cette RE 2020? Je dirais qu'en termes de confort d'été, la RE 2020 est plutôt un flop. Ok, Alors, d'un côté, il y a un indicateur qui est très intéressant, qui est le DH, qui exprime des degrés-heures, qui est un indicateur qui est vraiment très, très intéressant pour qualifier le confort d'été. Mais d'un autre, en fait, les exigences de la RE 2020 aujourd'hui sont plutôt très exigeantes sur le bassin méditerranéen en zone H2D et H3. Mais comme les valeurs sont identiques, quelle que soit la zone climatique, eh bien en fait, alors que le climat, les températures ne sont pas les mêmes, on s'aperçoit que cette exigence de DH max n'est pas suffisante. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Effinergie a beaucoup renforcé dans son label cette exigence parce qu'elle était insuffisante. C'est un avis que vous partagez, Guillaume Meunier, au sein de l'IFPEB, Alexandra Lebert au CSTB. C'est un flop, cette RE 2020 pour le confort d'été? Alors non, je ne dirais pas un flop. C'est un peu dur. Non. Effectivement, l'indicateur est très bien. Il est plus facilement compréhensible. Les gens le regardent. Parce qu'en fait, il y avait un indicateur de confort dans les RT 2012. Personne ne le connaissait. Si je dis TIC, on est 5 à le connaître ici. Donc déjà, c'est bien. Après, effectivement, on peut discuter des seuils, effectivement, envisager une modulation qu'on pourrait imaginer, ce que fait Effinergie. On pourrait discuter du fait que ça ne prenne pas en compte l'îlot de chaleur urbain. Enfin, il y a plein de sujets, mais ce qui est bien, c'est qu'on a une réglementation qui fonctionne avec un calcul, malgré ses il a quelques défauts, mais on rentre un peu dans le détail. Le calcul, il fonctionne bien. Maintenant, c'est comment ça s'approprie ce DH. Il ne faut pas oublier que la réglementation, dans les faits, c'est plutôt un nivellement par le bas. On essaye de faire un niveau minimum pour tous les bâtiments. C'est à nous d'aller chercher plus loin, les concepteurs, avec les architectes, les ingénieurs, jusqu'aux industriels. Donc non, c'est loin d'être un flop. C'est ça, Alexandra Lebert, il faut la challenger, cette RE 2020? On peut toujours la challenger, mais il faut se rappeler aussi ce que c'est une réglementation. Quand on fait une réglementation, il faut en même temps qu'on ait un consensus au niveau des acteurs, qu'on ait une sorte de consensus scientifique, et il faut que l'ensemble de la chaîne puisse s'approprier les choses. Donc effectivement, il existe des indicateurs beaucoup plus détaillés, beaucoup plus proches, parce que le confort, c'est une notion très individuelle qui prend en compte effectivement des paramètres culturels, des paramètres de température, mais des paramètres aussi d'humidité. Et puis effectivement, est-ce que vous avez du bruit ou pas autour de vous? Quelle est la lumière autour de vous? Donc pour arriver à ce qu'est le confort d'un individu, c'est une notion extrêmement compliquée. Donc on est évidemment obligé de simplifier. Là, on a trouvé un indicateur qui est le degré-heure, avec des premiers seuils. On imagine que les seuils vont évoluer dans le temps, parce que là, on est basé aussi sur la littérature
de la littérature, des gens qui ont fait de la thermique, de l'énergétique, un peu de santé, mais sans doute pas encore assez les gens de santé. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais il y a vraiment une question de... On va passer de la notion de confort au risque sanitaire dans les années à venir. Donc la question de comment sont fixés les seuils est extrêmement importante. Il faut se rappeler aussi que la Euro 2020, pour la première fois, elle intègre une séquence de la canicule de 2003. La canicule de 2003, vous vous souvenez, c'est 15 000 morts. Donc c'est une canicule qui est assez conséquente. Alors c'est 2003, c'est pas le futur. 2003, on considère que c'est une canicule qui va revenir avec un temps de récurrence tous les 4 ou 5 ans. Donc ça ne nous semblait pas si mal comme première marche. Par contre, il va peut-être falloir se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire dans la suite. Donc pour moi, la Euro 2020, c'est une vraie marche importante. Mais par contre, c'est une marche, donc il va falloir en passer d'autres. Ouais, en fait, elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante aujourd'hui. N'hésitez pas à coller votre micro. Oui, c'est vrai que nous, on est souvent appelés sur des expertises judiciaires, justement, en tant que sapiteurs sur des immeubles collectifs neufs qui sont inconfortables, qui respectent la réglementation, mais qui, malheureusement, ne sont pas du tout résilients au regard du réchauffement climatique. Donc je pense que le message quand même important, c'est de dire, bon, effectivement, c'est un seuil réglementaire, il y a un indicateur qui est intéressant. Bon, les seuils sont, selon moi, insuffisants pour assurer le confort d'été, pour garantir un confort d'été. Et en fait, ils ne remplacent pas une simulation énergétique dynamique qui est vraiment indispensable aujourd'hui pour pouvoir évaluer, et notamment en cas de forte canicule. Et c'est vrai que l'EDH, c'est très bien, on intègre la canicule de 2003, donc c'est un premier pas. Mais en tout cas, il ne faut pas se dire que parce qu'on a un indicateur réglementaire qui est effectivement est plus intéressant, plus pédagogique, on peut se passer des autres outils. C'est ça qui est très important. Vladimir, au sein du groupement Actibé, vous en êtes content de cette RE 2020 ? Est-ce que les protections solaires sont suffisamment mises en avant grâce à cette prise en compte officielle, on va dire maintenant, du confort d'été ? Ouais, écoutez, si on doit revenir sur l'indicateur de DH de confort d'été dans la RE 2020, effectivement, je pense qu'il est perfectible. Il y a des choses à ajuster, des seuils à modifier, aussi au niveau des calculs qu'on fait selon le moteur de la RE 2020, il y a des choses à ajuster. Donc ça reste perfectible, mais c'est un bon premier pas, enfin deuxième pas si on prend en considération la température intérieure de confort, la TIC. Effectivement, on est plus content avec cette nouvelle indicateur DH que ce qu'on avait avant. Et effectivement, là, l'indicateur, il met en avant toutes les solutions passives qui permettent d'améliorer le confort d'été, y compris les protections solaires, mais il y en a d'autres, comme les brasseurs d'air, par exemple, tout ce qui est géothermie. Donc on est surtout content par cette mise en avant des solutions passives de lutte contre la surchauffe. Alors, on va revenir sur effectivement toutes les solutions qui émergent. J'aimerais revenir sur une réalisation, Guillaume, quand on a préparé cette conférence. Vous m'avez parlé d'une construction neuve dont on a tous entendu parler. C'est le fameux village des athlètes avec les JO. Et vous avez notamment dressé des STD, des simulations techniques dynamiques avec différents scénarios par rapport au confort d'été. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé et quel a été le résultat si on se projette en 2050 dans les bâtiments qui viennent tout juste de sortir de terre pour les JO? Alors c'était très en amont des JO. L'idée c'était d'imposer des STD pour aller plus loin que la réglementation. Et l'étape d'après, à peu près logique, quand on fait une STD, c'est sous quel climat on va étudier ça. Donc du coup, on a missionné Météo France pour nous dire quelle pourrait être une hypothèse de climat en 2050, en imaginant que 2050, un 2050 un peu compliqué, ce serait un été 2024 qu'on aurait pu avoir. Donc on a la chance, on ne l'a pas eu. Et quand on a fait ce travail-là avec Météo France, on a créé un fichier météo un peu standard, avec des objectifs standards sur ces fichiers météo qui sont que normalement tous les bâtiments, je ne vais pas vérifier tous les bâtiments, je ne vais pas m'avancer, mais normalement tous les bâtiments devaient respecter. Et par contre, on a créé un fichier météo extrême. Qui est, c'est le 95e percentile d'une probabilité d'un climat en 2050.
Et on a tenté de créer des objectifs, donc c'était un peu tout nouveau. Et honnêtement, le fichier météo fourni était très compliqué, avec une canicule très longue, des très grandes températures. Et je crois que les objectifs, dans le cahier des charges qu'on avait mis, c'est essayer de regarder ce que donnaient les résultats avec ce fichier météo et essayer de viser un nombre d'heures d'inconfort. Et je crois qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ont réussi à l'atteindre. La conclusion de ça, c'est que on a parlé là, 2003, on a dit c'est effectivement une certaine occurrence. L'enjeu, c'est qu'on risque d'avoir des canicules et des pointes de chaleur. Alors vous avez peut-être entendu parler, en ce moment on parle beaucoup de Paris à 50 degrés. Effectivement, si on se projette dans le temps un peu long, on peut avoir... Il y a d'ailleurs une bulle dehors, devant le pavillon 1, pour tester le climat sous 50 degrés. Assez impressionnant, vous pouvez y aller, voilà, c'est marquant, on peut le dire. Et donc, c'est pas inenvisageable, d'un point de vue scientifique, d'avoir des pointes, parce que c'est une canicule exceptionnelle dans une ville dense, et d'avoir des 50 degrés. Donc, c'est un peu ça. Il y a un enjeu. Et c'est là où le plan national d'adaptation, on parle des 4 degrés, on doit pouvoir envisager des cas. Après, est-ce qu'on envisage des cas très extrêmes qui entraînent des bâtiments qu'on saurait faire dans l'absolu, mais qui seraient très compliqués, qui coûteraient très cher parce qu'on protège tout, etc. Et c'est là où la discussion sur l'ARE 2020, c'est que l'ARE 2020 essaye de fournir un cadre pour les années qui viennent. Après, effectivement, quand on construit, comme le disait Nathalie, on doit anticiper. Et qu'est-ce qu'on essaye d'anticiper à 10, 20, 30 ans, 40 ans? Est-ce que vraiment on fait des simulations où on met un 50 degrés dedans? Et à ce moment-là, on va réduire la taille des fenêtres à peau de chagrin et mettre toutes les solutions cumulées. Et donc, c'est la question qu'on doit se poser un peu collectivement. Et l'ARE 2020, c'est un début de cette approche-là. C'est ça, l'adaptation du bâtiment. On y reviendra tout à l'heure. Avant de se projeter, d'anticiper, Alexandra Lebert, qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui du confort d'été dans les bâtiments? Quel est le constat qu'on peut faire? Alors, il y a déjà plusieurs façons de connaître le confort d'été dans les bâtiments. Il y a la première approche qui consiste à faire des campagnes de mesure. C'est-à-dire, vous posez des capteurs de température, d'humidité, et puis vous regardez ce qui se passe dans les bâtiments. Ça, c'est des campagnes qui se mènent. C'est en général assez coûteux. On essaye en général de regarder avant, après rénovation avec un intérêt sur le confort d'été. D'ici quelques semaines, on devrait sortir d'ailleurs des résultats d'un gros projet qu'on a mené qui s'appelle le Rénoptime. Je vous encourage à aller regarder parce que on a refait un état de l'art très poussé sur ce qu'est le confort d'été. Et puis, on va sortir des mesures assez... la cohorte, c'est 80 bâtiments. Ce n'est que 80 bâtiments. C'est encore tout petit. Il y a un objet qui va vraiment nous intéresser dans les années à venir, c'est l'Observatoire de la qualité des environnements intérieurs. Peut-être aviez-vous entendu parler de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, donc qui était géré par le CSTB depuis une vingtaine d'années, sous égide publique, hein, bien sûr. Et là, cet observatoire se transforme et il réintègre un certain nombre d'éléments, dont le confort d'été. Il va être coporté CSTB, ANSES, sous l'égide ADEME et DHUP, etc. Et donc l'idée, c'est d'avoir une vigie dans les années à venir du confort à l'intérieur du bâtiment. Mais ça, encore, on n'est que sur des questions de paramètres de l'environnement intérieur. Ça ne raconte pas forcément ce que ressentent les gens. Pour aller ensuite sur la partie confort, on va peut-être aller faire des expérimentations beaucoup plus poussées. Et donc là, on est sur ce qu'on appelle de la mesure thermophysio. On va aborder les gens de capteurs, on va regarder leur pouls, on va regarder leur température de peau, on va regarder leur température centrale. Donc c'est quelque chose d'extrêmement intrusif. En général, on fait des campagnes beaucoup plus courtes parce que les gens, on leur demande, en plus on les barre de capteurs et en plus 3 fois par jour, on leur demande si ça va bien ou pas. Et donc ça, on va avoir aussi des choses comme ça pour essayer de confronter ce que disent des capteurs qui ne mesurent que l'environnement intérieur avec ce que vit le corps humain et ce que ressent la personne. Il faut se souvenir tout le temps et toujours que tous les seuils que nous avons construits aujourd'hui ont été construits sur la base d'expérimentations menées sur des cohortes. Et en général, quand vous cherchez une cohorte, qu'est-ce que vous prenez? Vous prenez les jeunes hommes qui rentraient au service militaire. Hyper représentatif de la société française. Alors je caricature un peu parce que c'était pas en France, mais en gros dans la littérature c'est ça, c'est-à-dire vous avez des cohortes de jeunes hommes en très bonne santé. Ça représente pas du tout ma mère qui va avoir 70 ans, ça représente pas du tout le nourrisson, donc le vécu ensuite de ce qui est le confort est très différent des seuils qui sont de manière macro. Donc évidemment expérimentation
macro, expérimentation très forte avec des mesures neurophysio. Et puis après, évidemment, il y a le sujet de la simulation. La simulation, ça nous permet d'avoir le confort, une image du confort aujourd'hui, une image du confort demain. Et évidemment, on est sur un socle d'hypothèses sur le climat, on a un socle d'hypothèses sur la manière dont on modélise le bâtiment, et on est aussi sur un seuil d'hypothèses, une somme d'hypothèses aussi sur le comportement et le vécu des gens dans les bâtiments. Donc ça fait quand même beaucoup d'hypothèses. Par contre, ça, c'est un outil évidemment extrêmement fort. Donc on peut faire des simulations très précises sur quelques cas. Je pense que peut-être que Karine Jean en parlera tout à l'heure sur des simulations beaucoup plus macro. Et là, ce que nous, on développe aussi, c'est d'essayer d'avoir des indicateurs basés sur de la simulation qu'on vient reprendre en machine learning, déployés pour l'ensemble des bâtiments résidentiels en France. Parce que pour travailler sur le confort de demain, on va avoir besoin d'avoir une vision de la vulnérabilité actuelle du parc bâti français. Parc bâti français dans une météo actuelle, et ça ne raconte que la météo actuelle, qu'il va falloir ensuite projeter dans des climats demain. Donc c'est avec les fameux scénarios dont vous parliez tout à l'heure, Guillaume. Nathalie, des données comme celle-ci, elles sont précieuses pour un bureau d'études comme Tribu pour construire le bâtiment de demain? Alors, elles sont très précieuses et nous aussi, on fait beaucoup d'instrumentation sur nos opérations. Et notamment, on avait mené une campagne d'instrumentation il y a quelques années sur des retours d'expérience sur le confort d'été dans des logements BBC. Et on s'était aperçu qu'en fait, avec justement des sociologues, donc c'était très intéressant parce qu'il y avait les résultats bruts, il y avait les calculs et on avait des interviews qui avaient permis effectivement d'avoir le retour des occupants. Et on s'était aperçu, bon je vais simplifier, mais qu'il y avait en fait 2 familles d'occupants. Il y avait les BBC, je dirais, qui avait bien compris le fait qu'on n'ouvrait surtout pas les fenêtres la journée quand la température extérieure est supérieure, est supérieure à la température intérieure. On se calfeutre, on souffre en silence. Et en fait, le soir, quand les températures deviennent plus clémentes, on ouvre et on bénéficie du côté traversant des logements. Et on ferme, bien entendu, les protections solaires toute la journée. Et puis, il y avait le mode, effectivement, qui n'avait pas lu les livrets d'accueil, qui avait pas percuté et qui, dès qu'il avait chaud, se mettait à ouvrir les fenêtres. Sauf que quand il fait 34, on a l'impression que le petit courant d'air peut être agréable, mais le logement qui était à 24-25, il va monter en température toute la journée. Donc ça, il y a un côté, comme tu disais Alexandra, qui est important, c'est sur le mode de comportement et effectivement, il faut accompagner, il faut communiquer auprès des utilisateurs. Et là, justement, il y a quelques jours, je viens d'avoir les résultats d'une instrumentation qu'on a fait sur de nombreux logements l'été dernier. Et ce qu'on voit, en fait, c'est aussi l'importance de l'inertie quand on n'a pas, justement, quand on est sur des étés relativement doux, mais avec des pointes qui sont ponctuelles. Et tout l'intérêt d'avoir de l'inertie dans les logements, parce que ça permet vraiment d'écrêter les pointes. Mais également la précaution sur les surfaces vitrées, qui doivent être relativement quand même modérées. Il faut trouver le bon compromis entre confort visuel et confort estival. Et je pense qu'il faut bien vitrer, en fait. Il faut vitrer au bon endroit pour apporter un maximum de lumière, mais essayer d'éviter... alors bon, moi je me bats en ce moment contre les allèges vitrées à gogo qu'on voit, que ce soit d'ailleurs sur les bureaux, sur les logements, qui ponctuellement peuvent avoir effectivement un intérêt sur les effets façades, mais qui en fait vont apporter des déperditions en hiver, des surchauffes en été et des émissions carbone supplémentaires, parce que ça doit être des vitrages feuilletés, donc sécurisés. Donc voilà, c'est des... Est-ce que ça veut dire qu'il faut répondre à ce problème dès la conception? Et alors si la conception est mal pensée ou pas pensée avec ce paramètre de confort d'été, on est fichu, on aura chaud de toute façon dans notre bâtiment?
Non, mais tout à fait. Et je pense que ça, c'est. Nous, en tant que bureau d'études, c'est notre rôle, quand on intervient sur des opérations, de faire prendre conscience à l'ensemble de l'équipe des risques qu'on ait des plaintes des futurs occupants et qu'on a quand même un devoir sociétal à leur concevoir des bâtiments qui sont confortables toute saison. On a parlé de neuf, mais forcément, il y a l'existant. Comment on fait pour améliorer le confort d'été dans l'existant? Et là, je me tourne vers vous, Vladimir, parce que je sais qu'en rénovation, Groupement Actibé est engagé justement pour faire valoir ces solutions alternatives et passives de gain de température. C'est ça. Écoutez, dans le cas de la rénovation, effectivement, il y a eu quelques avancées qui ont été faites. Je pense notamment au nouveau DPE, qui prend en compte le confort d'été, même si ça reste assez rudimentaire. Et je vois mes confrères de l'IGNES dans le public qui ont mené une étude d'ailleurs sur le parc des logements existants en France. Et cette étude a montré au fait que 80% des logements ont un confort d'été insuffisant selon le nouveau DPE. Donc on voit qu'il y a beaucoup de travail à faire quand même au niveau de ce confort d'été. Alors, espérons que le DPE ne change pas à nouveau au vu du Premier ministre et de son annonce hier, mais on ne sait jamais. Et effectivement, pour tout ce qui est de construction neuve, la RE 2020, même si elle le traite de manière imparfaite, le confort d'été, il est traité. Pour la rénovation, effectivement, on voit qu'il y a de plus en plus d'études. Vous avez mentionné Renoptim tout à l'heure, qui est très intéressant. On suit cette étude avec beaucoup d'intérêt. Mais voilà, il n'y a pas encore de politique de rénovation qui viserait le confort d'été. Une politique construite avec une stratégie et des moyens qui sont mis derrière. On a vu que maintenant, dans MaPrimeRénov', lorsque vous êtes dans le parcours de rénovation globale, vous avez l'option de traiter le confort d'été, avec seulement 2 moyens qui sont proposés malheureusement. C'est les protections solaires et les brasseurs d'air de plafond. Donc on ne vous proposera pas d'aide pour les autres solutions et on sait qu'elles sont nombreuses. Donc il y a encore du travail à faire. Alors justement, quelle solution on peut mettre en avant, autre que brasseur d'air et protection solaire? Alors déjà, je voudrais répondre sur le DPE parce que Tribu Énergie a été très impliqué sur la rédaction des algorithmes du DPE. Et donc, vous disiez, effectivement, une étude qui a été faite, 80% des logements inconfortables, mais ce n'est pas les logements du DPE, c'est de toute façon, même des bâtiments neufs, 80% des logements neufs qui sont livrés sont considérés comme inconfortables. Donc ça, malheureusement, parce que y a la notion de confort, déjà, elle est compliquée. C'est-à-dire qu'effectivement, comme disait Alexandra tout à l'heure, nos mamans de 70 ans ou 80 ans, elles n'ont pas du tout le même ressenti d'inconfort qu'un enfant. Donc il y a cette notion justement de critères. Et d'ailleurs, dans les conforts, quand on fait des STD dans les bâtiments tertiaires, il y a les PPV, les PMV, où on prend en compte effectivement, en fait, c'est des votes prévisionnels d'inconfort. Donc il y a ce sujet-là. Ensuite, dans un bâtiment existant, on sait déjà, le confort d'été, c'est quelque chose qui est quand même assez simple à appréhender. C'est pour avoir un logement, je dirais, qui répond à certains critères, il faut un logement traversant. Donc ça, c'est déjà une base beaucoup de logements, malheureusement, aujourd'hui, ne sont pas forcément traversants, et même encore des logements neufs, où pour des questions de rentabilité au sein des immeubles, on continue à les faire mono-orientés pour avoir un minimum de circulation. Donc ça, c'est déjà le premier critère. Ensuite, la question effectivement du choix des protections solaires qui est hyper important. Et aujourd'hui, on se retrouve par exemple face à des conflits où le volet roulant est une solution qui est pas chère, qui peut être efficace, notamment quand il est de couleur claire. Quand il est de couleur foncée, c'est un petit peu plus compliqué, mais qui ne laisse pas forcément passer beaucoup d'air, notamment la nuit. Donc ça, c'est un véritable problème. Et à la fois,
quand on propose notamment à des promoteurs de changer de type de protection solaire, de basculer sur des brises soleil orientables, sur des stores, en fait, ils nous mettent un veto absolu parce qu'ils disent que des logements aujourd'hui neufs ou même existants, mais en tout cas neufs sans volet roulant, ne se commercialisent pas. Donc c'est un petit peu un paradoxe où on reste en fait, même en travaillant avec des architectes, avec des solutions un petit peu plus innovantes, avec ces solutions. Bon, c'est mieux que rien, il vaut mieux qu'il y en ait qu'il n'y en ait pas, mais je pense qu'effectivement, toutes les innovations aujourd'hui pourraient, en termes de protection solaire, on pourrait faire beaucoup mieux. Et après, un sujet important de l'inertie. Et là, je rebondis sur le calage des seuils de la RE 2020, puisque, bon, en tant que pilote des travaux de la RE 2020, j'ai quand même beaucoup contribué. Une des raisons aussi pour lesquelles le seuil est relativement haut sur le DH de la RE 2020, c'est parce que si on mettait le DH trop bas, eh bien, on condamne toutes les solutions 100% ossature bois sans inertie. Donc ça, c'est un sujet qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, l'inertie, quand on regarde les résultats des simulations, on s'aperçoit que l'inertie est le critère de premier ordre avec les protections solaires. Donc effectivement, qui dit mettre un DH très bas, dit condamner une solution bas carbone qui est quand même promue par les pouvoirs publics. Avant de... Allez-y Guillaume, je vous en prie. Et après. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, j'aime pas le mot changement de paradigme, mais ça fait 100 ans qu'on construit, en tout cas en France, sans se préoccuper du confort d'été. On a des réglementations thermiques qui en fait sont des réglementations énergétiques, où on a visé à réduire les consommations d'énergie. Et maintenant, on a bien le double enjeu, c'est de décarboner la construction et la rénovation. Et on s'aperçoit que le changement climatique, maintenant, il est là. Dans les années 80, on pouvait encore dire il n'était pas tout à fait là, etc. Donc maintenant, on a le double enjeu, c'est il faut décarboner nos bâtiments, et les rendre confortables. Et on s'aperçoit que le confort, c'est pas juste se sentir bien, c'est que c'est aussi d'éviter des morts. Tous les ans, il y a des morts à cause des canicules. 2003, avec des chiffres absolument ahurissants. Et ça, en vrai, les solutions, on les connaît. Alors après, effectivement, on peut parler de l'inertie, on peut parler de... Mais c'est juste, il faut le prendre en compte. Et on saura trouver les solutions à partir du moment où la politique et la réglementation nous aident, en nous montrant des seuils, etc. Mais que les gens, comme tu le disais, c'est que ça devient aussi un enjeu d'achat pour les gens. Donc maintenant, c'est plus simplement la réglementation qui nous aide, mais le fait que ça devienne un enjeu pour habiter alors les personnes âgées, les jeunes, etc. Oui, plus que du confort, de la survie presque. Avant de parler justement de cet aspect santé, non, Guillaume, gardez le micro parce que c'est à vous que je vais poser cette question. L'essence de notre rendez-vous aujourd'hui, c'est de mettre en parallèle confort d'été et émissions de carbone. Est-ce qu'aujourd'hui ça existe et qu'est-ce que ça donnerait si on devait comparer les deux, si on devait trouver une solution qui nous apporterait un peu de rafraîchissement et qui en plus n'abîmerait pas trop la planète? Alors, il y a un sujet, effectivement, le sujet de l'inertie, où effectivement, l'inertie, c'est des matériaux lourds. Alors, il n'y a pas que le béton qui est lourd, on peut le faire avec de la terre crue, etc., qui permettrait de trouver un chemin confort, carbone. Mais c'est vrai que cette équation, le carbone-confort, elle est très peu étudiée. Déjà qu'on est en train d'approfondir tous les enjeux carbone, ne serait-ce que dans le neuf, ça va, mais dans la rénovation, et on traite en parallèle le confort. Et donc il faut maintenant qu'on traite les deux. De la même manière qu'il faut qu'on traite le climat et la biodiversité. C'est tous ces combats qu'on doit gagner. Donc c'est des travaux qui commencent à être menés. On est au début, et on sent bien qu'il y a des enjeux. Alors typiquement sur la climatisation, c'est un enjeu. Si je climatise, je peux assurer mon confort, mais je vais avoir des émissions en face, des émissions à la fois pour le système qui va climatiser et à la fois pour l'énergie que je vais consommer. Et la question, c'est si je climatise même toute la planète, on sait que c'est infaisable. La question, c'est est-ce que je vais climatiser ou comment? Dans les solutions qu'on peut voir apparaître entre tout ça, c'est peut-être que climatiser tout un logement, c'est pas utile, mais quelques pièces, quelques endroits. Peut-être je climatise juste les chambres parce que j'ai besoin de dormir, mon corps a besoin de se reposer et je sais que je limite mes consommations, mon système technique est plus petit, etc. Donc on a aussi ce chemin à essayer de trouver.
de rendre confortable, de rendre habitable, parce qu'on est même presque plus effectivement dans le confort, mais dans l'habitabilité. Et il ne faut pas non plus qu'on explose nos émissions de carbone. Alexandra ? Juste sur ce point-là, effectivement, pareil, on fait des simulations et il y a un troisième critère qui va être important, c'est évidemment la partie économie. C'est l'économie, c'est-à-dire le coût d'investissement, le coût d'entretien et puis évidemment le coût de fonctionnement des différentes solutions. Donc on a fait des études, tout à l'heure je voyais une des chefs de projet d'EDF R&D qui était présente au fond de la salle. Donc on a eu des projets comme ça, CSTB, EDF R&D, pour regarder un certain nombre de solutions, les projeter et puis regarder les aspects coût, carbone, et puis évidemment atteinte ou pas du confort. Et on voit aussi qu'on est dans cette phase où on est en train de changer de discours, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on était, je pense, un peu tous solutions passives, point. Et puis là, on s'aperçoit qu'il y a un moment, et en fait, il va falloir qu'on bascule parce qu'il y a déjà des moments où on n'est plus en train de gérer des questions de confort, mais on est en train de gérer des questions de risque sanitaire. Et là, on ne peut plus avoir le même discours. Et donc là, pour l'instant, c'est sur des zones géographiques relativement limitées, mais si on se projette dans le temps, eh bien, on se dit qu'il y a toute une partie des solutions qui ont leur rôle, évidemment, et que c'est celle-là qu'il faut mettre en priorité, mais qu'il va falloir peut-être penser quand même à des solutions actives, alors que c'était un discours qu'on n'avait clairement pas. Et je vois que l'ADEME est en train de basculer aussi, et donc voilà, on est sur clairement ce moment un peu de bascule, de se dire il faut les mettre en place, c'est évident, c'est encore une fois, le merit order ne change pas, solution passive first. Et il y a des endroits où on va devoir passer sur de l'actif. Oui, la clim semble inévitable, c'est ça, Nathalie ? Moi, je suis très on n'est pas jusque-là, mais c'est ça. Effectivement, je te rejoins, Alexandra, et je pense que c'est un vrai dilemme que j'ai aujourd'hui, parce qu'effectivement, j'ai un peu peur, effectivement, on se mette à climatiser un petit peu partout, que ce soit une solution inévitable. Mais aujourd'hui, c'est vrai, dans toute la moitié sud de la France, c'est une question qu'on se pose. Est-ce qu'on le prévoit dès le départ, de manière quasi systématique, ou est-ce qu'effectivement, parce qu'on sait très bien qu'avec les prévisions 2050, ces logements ne pourront jamais être confortables, même avec un très bon comportement. Et à la fois, il y a la question de la résilience aussi, le darwinisme, et de dire est-ce que nos corps, si justement plus on les habitue à mettre en place cette climatisation, voilà, on a la clim au bureau, on a la clim dans la voiture, on va avoir la clim dans les logements, et donc finalement on ne peut pas survivre sans. Ou est-ce qu'effectivement l'évolution avec le réchauffement climatique fera que peut-être nos corps s'habitueront un peu plus, J'avais des témoignages assez intéressants de maîtres d'ouvrage du Grand Sud et du Grand Nord qui m'ont dit qu'en fait, avec des températures beaucoup plus élevées, dans le Sud, ils le vivaient plutôt très bien parce que bon, voilà, c'est leur façon d'être. Ils ouvrent les fenêtres, alors que la moindre canicule dans le Nord peut être extrêmement insupportable. Ouais. On est encore sur les habitudes d'usage et de culture. Je me pose la question, effectivement. Aujourd'hui, je suis un petit peu partagée avec aussi la conception des bâtiments qu'on fait. Aujourd'hui, typiquement, il y a deux familles, c'est-à-dire soit on bascule avec un système thermodynamique, mais aujourd'hui les systèmes thermodynamiques sont plutôt haute température, donc pour faire de l'eau chaude sanitaire, donc pas forcément, on a très peu de solutions triple service et on reste avec des solutions de type radiateur. On a quelques solutions effectivement je dirais individuelles qui permettent aussi de faire du rafraîchissement avec de la récupération de calories sur par exemple la production d'eau chaude sanitaire qui sont intéressantes, mais on a aussi une grande promotion nationale des réseaux de chaleur. Et qui dit promotion des réseaux de chaleur dit alors là problème, c'est-à-dire comment on fait du refroidissement. Ça veut dire qu'il faut un système complémentaire, ça veut dire qu'on va encore recarboner par-dessus. Donc je pense qu'il est peut-être temps de se poser des questions à l'échelle nationale, parce que si on dit qu'on fait la promotion, qu'on ne peut pas se passer de refroidissement dans les années qui viennent, on arrête complètement les réseaux de chaleur. Et dans ce cas-là, on bascule tout en électricité. Alexandra Lebert, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est plus une question de confort, c'est une question de santé publique. En quoi nos acteurs du bâtiment, nos professionnels deviennent maintenant des acteurs de santé publique ? Alors, il faut qu'effectivement qu'on parle santé. Je vais vous raconter un peu ce qu'on vit aujourd'hui. Santé publique France, peut-être que vous les connaissez, peut-être que vous les entendez, mais au moins vous avez tous entendu leur message.
Santé publique France, aujourd'hui, lorsque Météo France met les alertes canicules en place, quand on passe les niveaux orange, à partir du moment orange, je crois, parce que vous avez vert, jaune, rouge, orange. Orange-rouge. En gros, ils mettent tout en place un système de communication par différents médias, des flyers, des spots publicitaires. Et c'est eux qui vont vous dire hydratez-vous, mettez-vous à l'abri, diminuez vos activités. Et Santé publique France, ils ont vraiment pris conscience, puisque c'est eux qui suivent aussi les chiffres de morbidité et mortalité. Morbidité, en gros, c'est suivre la santé humaine, et mortalité, bah, c'est la mortalité, quoi. Ils ont vraiment changé aussi d'approche en se disant, bah, pour l'instant, nous, on s'intéressait uniquement aux canicules. On va regarder la partie vague de chaleur. Pourquoi? Parce que dans les prévisions, il y a quand même des probabilités qu'à la fin du siècle, on ait des vagues de chaleur qui durent 2 mois. Donc 2 mois, vous voyez bien que ce n'est plus du tout les mêmes stratégies pour les corps humains et ce n'est plus du tout les mêmes stratégies aussi pour le bâtiment. Et donc, si on a un problème sur la population française, le problème c'est que aussi les gens passent 80% de leur temps dans les bâtiments. Donc pour traiter le sujet de la santé liée aux vagues de chaleur, il faut qu'on aille parler aux gens du bâtiment. Donc Santé publique France est venu nous voir et donc ils mettent en place tout ça, ce qu'ils appellent eux une stratégie de plaidoyer, c'est-à-dire pour améliorer la santé publique, il faut qu'on regarde les déterminants de la santé publique. Les déterminants, les bâtiments et le monde du bâtiment fait partie de ces déterminants. Donc il faut que les gens du bâtiment prennent conscience qu'ils font partie de ce sujet de la santé publique et donc du sujet de santé publique lié au confort d'été. Donc là, il y a tout un travail de Santé publique France. Il y a un GT qui va être lancé par l'ANSES, également qui pourra permettre peut-être de nous aider aussi à construire ces seuils plus basés sur la question de la santé que sur la question du confort. On est aussi en train de lancer, mais là on est plus en mode amont, en mode recherche, des travaux avec l'INSERM, des travaux avec plusieurs universités, pour essayer de croiser ce que nous, on connaît des bâtiments, ce qu'on connaît du confort mesuré des bâtiments, et puis eux, de ce qu'ils connaissent de la santé des gens. Il y a une cohorte qui est extraordinaire, ça s'appelle la cohorte Constance. C'est des gens, je crois que c'est une cohorte qui fait 200 000 personnes, c'est des gens qui acceptent chaque année d'aller faire des bilans sanguins, des bilans d'urine, et puis de mettre à disposition tout leur carnet de santé. Et là, on ne parle plus des jeunes de service militaire. Ah non, là, en l'occurrence, justement, c'est très représentatif de la société française telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, on a un vivier de données extraordinaire. Donc, vous imaginez le niveau RGPD pour traiter ça, c'est pas nous qui le faisons. Mais par contre, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller croiser ce qu'on connaît des bâtiments avec eux, ce qu'ils connaissent de l'état de santé et de la trajectoire de santé. Parce qu'évidemment, il y a les questions des choses qu'on voit très ponctuellement et il y a des choses qu'on voit dans le long terme. Je voulais revenir aussi sur la question de l'acceptabilité, on va dire. On le voit aussi, donc allez regarder, Santé publique France sort des bulletins maintenant, année après année, sur ce qui s'est passé sur l'été. Ils ont une période de veille qui s'étend en gros du 15 juin au 15 septembre, et puis ils regardent ce qui se passe, ils regardent quelles ont été les entrées aux urgences, quels ont été les appels justement à SOS médecins, et ils font des corrélations avec les températures, avec les niveaux justement d'alerte. Et on le voit, effectivement, au début de l'été, on a des niveaux d'alerte qui sont au niveau jaune, et là, on voit des impacts extrêmement massifs sur les passages aux urgences et sur les appels à SOS médecins. Et alors que les mêmes phénomènes plus tard dans l'été, où justement il y a une sorte d'acclimatation, ont plus du tout le même effet. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. 2023, le corps qui s'habitue. Alors, oui, le corps qui s'habitue. Pour autant, vous posez la question à des profs de physio, ils vous disent, il y a un moment, le corps, il ne s'habitue plus. C'est fini. C'est quand, à 42 degrés, vos cellules se fusionnent. Donc, de toute façon, les sujets sur la santé humaine, vous les connaissez. C'est des problèmes cardiovasculaires, c'est des problèmes rénaux, c'est des problèmes aussi sur l'issue de grossesse. Moi, j'ai complètement découvert ça. Des femmes qui vont passer un temps élevé, en température élevée, il va y avoir effectivement des conséquences sur le poids de naissance, qui est assez important. Il va y avoir des conséquences, autre sujet, donc ça c'est le 3e point. Le 4e sujet, c'est effectivement aussi la capacité de vos organes à fonctionner à certaines températures, des températures très élevées. Il y a un moment où les parois de votre intestin ne vont plus faire le tri comme escompté. Donc ça veut dire que vous allez vous rendre malade à manger ce qu'on faisait habituellement. Donc il y a des conséquences assez graves vraiment sur la physiologie des humains. Et ça,
Il y aura peut-être on sera effectivement sur la méthode Darwin, c'est-à-dire il y en a quelques-uns qui vont peut-être passer et le reste de la population va subir de manière importante. Avant d'en arriver là, une dernière question, ce sera à Vladimir que je la poserai, et puis on invitera Karine Jean du CEREMA pour nous parler de l'outil RIT. Vladimir, vous avez mis en place le groupement Actibé, un démonstrateur qu'on peut d'ailleurs voir pavillon 6 sur votre stand. Il sert à quoi ce démonstrateur? Est-ce que justement il va nous aider à un peu mieux gérer ce confort d'été dans nos bâtiments existants? Oui, effectivement, on a un démonstrateur qui démontre les bénéfices de l'automatisation de l'ouverture des fenêtres et des protections solaires. Donc c'est une maison avec un faux soleil qui se déroule quand on l'allume. Et en fait, tout à l'heure, Nathalie a parlé du comportement des utilisateurs, en fait. Et c'est un outil pédagogique qu'on a mis en place qui vise surtout à éduquer les gens sur les bonnes pratiques à adopter. Donc là, vous avez un scénario optimal de gestion où les fenêtres, les volets s'ouvrent le matin. Ensuite, vers 9 h, on les ferme et on les rouvre le soir pour aérer, en fait, pour mieux aérer le logement. Et on a également fait des relevés des températures dans une école à Poissy où on a constaté des écarts allant de 2 à 8 degrés entre les pièces qui étaient équipées des protections solaires et qui avaient une gestion optimale des ouvrants, comparé aux pièces qui n'en avaient pas. Donc voilà, le simulateur il vise surtout à éduquer le public, mais aussi certains prescripteurs qui découvrent parfois ces bonnes pratiques, qu'on oublie parfois, mais qu'on peut aussi avoir avec l'automatisation, tout ce qui est box domotique, la gestion intelligente de ces produits-là. Oui, on en est encore à l'étape de pédagogie et d'accompagnement des usages. Merci beaucoup à tous les quatre pour ces échanges de qualité. Je vais laisser la parole à Karine Jean du CEREMA qui nous parle justement d'un outil pour le confort d'été dans les bâtiments. Karine, je vous donne la zapette, elle est à vous. Voilà, parfait. Bonjour. Oui, donc je vais vous parler d'un outil qu'on a construit pour avoir une représentation fiable du confort d'été dans un logement. Donc il s'agit de logements en collectif, appartements en collectif. Voilà, à la fois parce que c'est un sujet qui est un peu plus facile à aborder que l'individuel, et aussi parce qu'en collectif, on est quand même un peu moins, on a moins de marge de liberté, voilà, d'adaptation, et du coup, c'est un sujet qui est important. C'est un projet qui date maintenant de quelques années, qui a émergé au moment où on voyait arriver des indicateurs donc potentiellement plus durs, mais on a vu que pas tant que ça. En tout cas, de nouveaux indicateurs pour la construction neuve avec la RE 2020 et pour le DPE dans l'existant. On a croisé un besoin de l'Union sociale pour l'habitat qui voulait mettre à disposition de ses adhérents des moyens d'être plus alertes, plus capables sur le sujet de l'appréciation du confort d'été. Et donc on a fabriqué cet outil qui était un projet plus ancien et qui était là dans des conditions d'émergence propices. Maintenant, on a de plus en plus d'outils qui viennent traiter ce sujet du confort d'été. Voilà, le confort d'été qui est plus ou moins facile à aborder avec des outils complexes, mais pour lequel on manque assez cruellement d'outils simples. Là, le premier, pour résumer l'utilité de cet outil RIT, son principe, c'est d'évaluer des solutions de confort d'été dans des logements, avec une évaluation comparative de solutions qui constitue une aide à la décision, soit entre deux projets, soit en avant-après. Il peut permettre aussi d'apprécier la qualité d'un bien qu'on envisage d'acheter. Il est accessible à tous. Donc son optique, c'est le maître d'ouvrage. Maître d'ouvrage, ça peut être un maître d'ouvrage professionnel, comme ça peut être un simple propriétaire. Et il a un atout particulier, c'est qu'il est pédagogique sur l'aspect pratique de l'occupant dans son contexte. Voilà, est-ce qu'il peut ouvrir la nuit, est-ce qu'il peut pas, voilà. Et donc ça compte. Et donc l'évaluation, elle prend en compte cette possibilité.
la puissance de l'outil, c'est qu'elle donne accès à ce que pourrait être le résultat d'une simulation thermique dynamique, qui est donc une pratique un peu complexe, et elle donne cet accès sans avoir à se confronter à la complexité, puisque l'outil est simple et ergonomique. Et donc son principe, c'est de travailler en degrés d'un confort, comme l'indicateur dont on a dit que c'était un indicateur qui avait son intérêt et qui a été mis en place par la RE 2020. Voilà, donc c'est un outil d'appréciation, mais ce n'est pas ni un outil réglementaire, ni un substitut à la STD. C'est une manière simple d'avoir un résultat intéressant, mais on n'est pas dans un outil réglementaire. Je vous présente très rapidement la méthode de construction de l'outil. En fait, on a en haut donc, le travail qu'on a fait avec les STD, en bas le fonctionnement de l'outil qui est autonome, et au milieu l'interface entre les deux, c'est la construction de notre méthode. Et vous avez un graphe qui représente en fait le niveau d'équivalence des résultats que va donner l'outil RIT avec le résultat qu'aurait donné une STD. Donc un niveau de corrélation qui est assez intéressant. Oui, voilà. Aussi, une des particularités de l'outil RIT, c'est qu'il évalue le confort pour un logement, et donc il évalue vraiment le ressenti qu'on va avoir dans cet espace particulier. Beaucoup d'évaluations se font à l'immeuble, et donc elles ont un intérêt pour comparer des immeubles entre eux, mais elles ne sont pas représentatives de ce que va être la situation de confort. Et l'outil RIT, il fonctionne sur un principe de regarder ce qui se passe au niveau du logement, et même des zones nuit, zones jour, qui ne sont pas nécessairement organisées de la même manière ou équipées de la même manière, et ni vécues dans les mêmes horaires. Voilà un aperçu de l'ergonomie de RIT. On a deux outils. En fait, on a un outil Excel qui est notre premier outil, que vous pouvez donc télécharger sur le site du CEREMA en passant par une notice de l'outil qui est une notice introductive, et ensuite vous pouvez télécharger l'outil Excel, et on est en train de le transformer en un outil en ligne. Et donc, avec le flashcode que j'ai affiché, vous pouvez aussi accéder à l'outil en ligne qui, pour l'instant, correspond au mode simplifié de l'outil, c'est-à-dire le mode le moins détaillé en termes de données d'entrée, mais qui est déjà intéressant. Et on va poursuivre avec l'outil complet en ligne prochainement. Voilà, et on espère encore poursuivre les développements en intégrant donc un sujet qui doit être maintenant une préoccupation qui va être de plus en plus intégrée, qui est le sujet de l'îlot de chaleur. Voilà, qui a une importance assez capitale dans les résultats de confort. Je vous remercie. Merci beaucoup, Karine. Je vais vous inviter à prendre ma place et je vais vous poser une question directement. Et après, je laisserai à vous dans la salle si vous en avez également, puisque il n'y a pas que moi qui vais bosser ce matin. À qui s'adresse cet outil RIT? Est-ce que c'est le maître d'ouvrage? Est-ce que c'est le BE? Je vous en prie, vous pouvez prendre le micro. Alors, le bureau d'études, il aura ses propres outils. Là, on est vraiment dans une optique maîtrise d'ouvrage, mais ça peut être un maître d'ouvrage professionnel ou un particulier, ou un conseiller en rénovation. En fait, c'est un outil pour le non professionnel ou la personne qui n'est pas outillée d'outils complexes d'appréciation du confort d'été. Est-ce que vous avez des questions dans la salle à poser à nos experts pour le confort d'été? Je vous en prie, monsieur. Ouais, super. Bonjour. Je trouvais un peu bizarre qu'on ait occulté quand même pas mal de choses sur la conception. La conception d'un bâtiment, en fait, on a l'importance des façades. La façade est n'est pas pareille que l'ouest, le nord n'est pas pareil que le sud. Et je trouve que c'est un peu dommage, disons, que de restreindre les mesures pour faciliter l'évolution du logement vers des températures plus élevées, de se résumer finalement à réduire les fenêtres et faire un logement traversant qui est par ailleurs un peu contradictoire puisqu'on réduit les fenêtres et on fait un traversant, donc ça ventile moins bien. On n'avait pas le temps de faire tout un cours sur le confort d'été, mais effectivement, il y a un sujet du traitement des façades, et d'ailleurs,
Moi, aujourd'hui, quand j'interviens sur des résidences seniors, à la limite, je préfère des logements qui sont nord, nord-est, nord-ouest que des logements qui vont être plein sud. Donc, je fais complètement changer l'orientation du bâtiment selon la parcelle. Bon, voilà. Non, mais il y a plein d'autres critères. On n'a pas abordé, par exemple, aussi le sujet des brasseurs d'air, qui est un sujet hyper passionnant, mais où aujourd'hui, on a 0 produits qui sont fabriqués en France. Enfin, il y a plein de solutions sur le confort d'été. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, un bâtiment, enfin, sur une parcelle neuve ou même sur un bâtiment existant, l'orientation, on est un petit peu contraint. Donc, il faut qu'on fasse... on fait avec. Moi, ça m'est arrivé effectivement sur l'orientation qui était sud, qui est la plus favorable finalement. Moi, j'adore quand on a une super orientation sud parce que justement, les balcons, c'est du carbone, mais c'est aussi du confort. Et c'est surtout du confort. C'est des super casquettes qui permettent de s'approprier les espaces extérieurs. Mais parfois, je me suis retrouvée avec des bâtiments, la vue plein sud, elle donnait sur une décharge. Bon, pas génial. Dans ce cas-là, on tourne le bâtiment. Mais voilà, on s'adapte. Mais... Disons qu'il y a peut-être une éducation de l'acheteur aussi à faire, puisque le Graal jusqu'à aujourd'hui, c'était le séjour plein sud et les chambres plein nord. Finalement, c'est à se demander si on n'inverse pas le process et de se dire finalement, comme on a besoin d'avoir une baie vitrée ouverte toute la journée, on va peut-être orienter le séjour plein nord. Et finalement, les chambres, ça ne nous gêne pas d'occulter les fenêtres des chambres dans la journée pendant qu'il fait plus chaud. Et on ouvre le soir pour ventiler. C'est des choses qui sont à prendre en compte. Guillaume, vous vouliez réagir ? Juste, souvent pour titiller les gens, on a beaucoup parlé d'architecture bioclimatique. Et en fait, mon avis personnel, c'est que c'est idiot. C'est que le bioclimatisme devrait être inhérent à l'architecture. Et en fait, quand on dit l'architecture bioclimatique, si on dit juste on fait de l'architecture. C'est juste qu'à un moment donné, on a tellement été formaté pour faire des façades vitrées, etc. C'est qu'on a dissocié les deux. Il y a des gens qui se sont dit, mais moi, je vais faire une architecture en accord avec le climat bioclimatique, et les autres vont faire une architecture dans laquelle les systèmes techniques vont nous aider à pallier tous les défauts de l'architecture. En fait, on devrait faire de l'architecture. Et évidemment, on devrait prendre en compte le climat, la localisation, l'orientation, ce qui se passe à l'extérieur, si j'ai des arbres ou pas, ça change, etc. Voilà. Et donc, c'est assez drôle de voir des gens qui, encore aujourd'hui, disent « je fais de l'architecture bioclimatique ». Non, il faut juste faire de l'architecture. Oui, avec un petit bémol là-dessus, c'est que malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve... on a de l'architecture... pour faire des belles perspectives qui sont très bien, qui vont aussi plaire à la mairie, à la collectivité. Et parfois, on oublie un petit peu de faire justement cette architecture bioclimatique, ou peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas pour les occupants. Et ça, je pense que c'est un petit peu le piège qu'on a en ce moment où on met plus en avant une belle image qui va plaire pour gagner un concours qu'un bâtiment qui soit vraiment conçu pour des personnes qui vont l'habiter. Merci beaucoup à vous 5. Merci à vous d'avoir suivi. Je suis désolée, mais on a débordé déjà sur le temps qui nous était imparti. Si vous souhaitez échanger avec nos experts, il reste encore un petit peu dans le coin, quelques instants. Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Construction 21, puisqu'on a de très beaux articles signés par nos sachants et par notre équipe de rédaction, notamment sur le confort d'été. Merci. Bon salon à vous.